Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien déjà, c'est le plus important. Ici, je voulais faire une petite présentation d'une idée, d'un raisonnement que j'avais eu. Le raisonnement, honnêtement, il est parti en couille dans tous les sens. Donc j'ai essayé de mettre quelques points, de présenter ces quelques points, ne pas aller très profondément, aller en surface, et pour déjà avoir des retours, voir ce que vous pouvez en penser, et pour pouvoir ensuite potentiellement aller plus loin derrière. Enfin voilà, l'histoire commence il y a quelques jours où j'écoutais une conversation entre deux personnes et il y avait une personne qui conseillait l'autre personne sur sa relation avec ses parents. Et ce qu'elle disait, enfin ce qu'il disait, mais ce qu'elle disait cette personne, c'était que si tu vivais pour plaire à tes parents, que si ton objectif dans la vie, que tu prenais des choix dans la vie pour plaire à tes parents, eh ben, tu n'allais pas vivre ta vie à toi. Tu n'allais pas être une personne entre guillemets indépendante, une personne. En fait, surtout, tu n'allais pas être toi-même. Parce que si tu fais les choses pour les autres, tu ne seras pas toi-même. Et donc, elle conseillait que voilà, qu'il fallait avoir des relations avec ses parents. Bah, il faut aimer ses parents, enfin que tu pouvais aimer de ses parents, respecter tes parents sans forcément faire ce qu'ils te disaient de faire, ou sans forcément prendre des décisions pour leur plaire. Et donc moi j'écoutais ça, je trouvais ça intéressant. Mais en réfléchissant, je suis allé plus loin dans cette réflexion en me disant, mais euh, en réalité, ça va beaucoup plus loin que la relation avec tes parents. Et quand j'observe la société, quand j'observe les personnes de manière générale, eh bien, la majorité font des choses pour plaire. Effectivement, quand tu es enfant, déjà, tu dois plaire à tes parents, mais également tu dois plaire à tes professeurs, par exemple, quand tu es à l'école. Quand tu es au travail, tu dois plaire à ton patron. Mais ça va même plus loin que ça. Si toi, tu as un patron, tu vois, on pourrait dire, ouais, quand tu es patron, tu es indépendant. Tu plais, tu ne dois plaire à personne. Mais en fait, non. Tu dois plaire à la société. Et du coup, t'as plein d'entreprises avec des patrons qui doivent plaire à la société en respectant des valeurs morales, en respectant certaines règles, certains codes, certaines. Oui, surtout des valeurs en fait. Certaines valeurs qui sont mises en valeur par la société. Et donc, en réalité, la majorité des personnes vivent, ont une vie qui est dictée euh, par la volonté de plaire à la société, de plaire à ses semblables, de plaire à ses parents, de plaire à son patron. Ouais, enfin, tout est relié, quoi. Tout est relié par cette volonté de plaire. Et cette volonté de plaire est dictée par une forme de morale. Et cette morale s'attache à une vérité, à ce que la société pense être vrai. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir un équilibre. C'est ça qui permet, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, parce que c'est ce qui permet à la société d'avoir un équilibre et qu'on puisse vivre ensemble et qu'on puisse avoir des valeurs communes, des lois communes. Enfin, en fait, on a besoin de cet équilibre pour vivre finalement. Du coup, c'est pas mauvais en soi. Euh, mais donc la question que je me suis posée personnellement, c'est donc, ok, on est tous rattachés à une vérité commune et de cette vérité commune découlent des valeurs, etc. Mais cette vérité commune est-elle vraie? Est-ce que cette vérité est vraie? C'est bizarre comme question, mais est-ce qu'on n'est pas tous rattachés à quelque chose de faux, quoi, finalement? Et donc, pour essayer de répondre à cette question, déjà, je me suis posé la question, est-ce que la vérité existe? Est-ce que la vérité existe? Euh, et pour ça, déjà, je me suis rappelé d'une discussion que j'avais eue avec mon petit frère. Et mon petit frère, dans une discussion, avait fait ce raisonnement, enfin, je sais plus exactement comment il me l'avait dit, mais il avait fait un raisonnement qui ressemblait à ça. En fait, la vérité n'existe pas. Parce que si on veut que quelque chose soit vrai, on doit faire une démonstration logique avec différents points. Parce que ça, du coup ça, du coup ça, et donc c'est ça. Mais pour que cette démonstration logique soit vraie, il faut que chaque point de cette démonstration logique soit vrai. Et donc il faudrait refaire une démonstration logique pour chaque point, et il faudrait que chacun de ces points soit vrai également, et ça ne s'arrêtera jamais, c'est jusqu'à l'infini. Et donc, déjà,
ces raisonnements, et moi ça m'a beaucoup plu. Sur le moment, j'avais pas trop percuté, enfin j'avais compris le principe, et j'avais bien aimé, mais j'étais pas allé plus loin que ça. Mais en fait, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, ce raisonnement montre qu'en fait, tout notre système scientifique, tout notre système de logique est pour l'instant basé sur aucune fondation solide. Et c'est-à-dire qu'en fait, euh, oui, c'est vrai qu'on a découvert des choses, qu'on a découvert des systèmes logiques, etc., mais on n'est jamais allé jusqu'au bout des choses parce qu'on n'a pas cette capacité, en tout cas pour l'instant, en tant qu'humain, de comprendre le pourquoi général. Et donc finalement, tout ce que l'on considère comme vrai n'a jamais été démontré jusqu'au bout. C'est pour ça que finalement, qu'on n'a que des théories et que plein de fois, les théories qu'on met en place en tant que scientifique euh, vont être, euh, vont être changées. C'est-à-dire on va se rendre compte que c'est faux, donc c'est que des théories. Tout ce qui est scientifique, pour l'instant, ce ne sont que des théories finalement. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a tout un système de vérité qui n'est basé sur rien de solide. Et là, je vais divaguer un peu. Je vais divaguer un peu parce que je vais faire un petit parallèle avec un autre raisonnement que j'ai eu, c'est que finalement, la science, la philosophie, la religion, on ne peut pas vraiment les séparer. C'est interconnecté et en réalité, ça fait partie d'une même entité parce qu'on ne peut pas définir quand est-ce que la science et la philosophie et la religion s'arrêtent. Et la religion, j'aurais envie de la mettre à part en réalité. J'aurais juste envie déjà de mettre la philosophie et la science, mais dans le fond, si on est une personne croyante, eh bien on doit mettre cette religion avec le reste. Parce qu'on ne peut pas en fait définir la limite entre ces catégories. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces domaines mènent à la même question et tentent de répondre à la même question. C'est juste des manières différentes. C'est juste que la science, on utilise ce que l'on arrive à comprendre en tant qu'humain, mais donc c'est limité, mais on essaye quand même de découvrir le pourquoi général. La philosophie, donc on utilise pour essayer de faire des théories, mais comme on n'a pas les outils nécessaires pour comprendre de la même manière qu'avec une méthode scientifique, en tant qu'humain on n'a pas ces outils-là, en tout cas pas pour l'instant, donc on utilise une manière différente de le faire, mais finalement c'est la même discipline, on essaie de faire la même chose, de comprendre. Et c'est pareil pour la religion. Mais donc tout ça pour dire qu'en tant qu'humain, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, on n'est pas capable. On n'est pas capable de trouver la vérité. On n'est pas capable de prouver que quelque chose est vrai. Ça veut dire que toutes les vérités qu'on a, que l'on pense être vraies, ne sont pas vraies, dans le sens où on n'est pas capable de le trouver. Et ça va même moins loin que ça, parce que ça, je suis allé, on va dire, en profondeur dans la question de la vérité, mais pour des questions sociétales, comme par exemple, je sais pas, l'économie, on va prendre l'économie, il y a tellement de variables, il y a tellement de variables que même dans un système scientifique, avec une méthode scientifique, avec des choses que l'on peut observer, voir, etc., on n'est pas capable de comprendre parce que on n'a pas la puissance de calcul, de compréhension, il y a tellement de variables, de paramètres, c'est impossible en fait de vraiment saisir l'entièreté parfaitement, c'est impossible. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les vérités qu'on a dans une société sont des approximations. Donc déjà, la vérité sur laquelle on est raccroché n'est pas vraie. Donc voilà, la vérité, ça veut pas dire que la vérité n'existe pas, mais ça veut dire que l'humain n'est pas capable, pour l'instant, de découvrir la vérité. Et donc je trouvais ça intéressant, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système entier de société est fondé sur quelque chose de faux. Notre société, nos valeurs, notre, tout est fondé, tout est raccroché sur un système qui est faux. Mais pour autant, on a quand même besoin de cet équilibre, parce qu'on a besoin de vivre ensemble, on a besoin d'avoir des valeurs communes, on a besoin, on a besoin d'être ensemble. En fait, l'humain est une espèce sociable et on ne peut pas vivre tout seul, donc on a besoin de vivre ensemble et donc on a besoin de cet équilibre. Et donc il se crée une sorte de système d'autodéfense qui fait que on s'accroche tous à une vérité commune qui n'est pas vraie. Et pour que cette vérité commune
qui n'est pas vrai ait une influence suffisante, il y a comme une sorte de propagande, si on peut le dire comme ça, une sorte de propagande dans l'éducation, dans les films que l'on voit, dans les informations. Euh, une sorte de jugement, on va dire, de l'ensemble des personnes, parce que quand quelqu'un fait des choses différemment, que quelqu'un ne respecte pas ses valeurs, bah, il déséquilibre cette société. Et donc on a besoin d'avoir cette force morale, cette pression morale pour pousser les gens à rester dans cette société, à rester plutôt dans ce cadre moral, dans ce cadre de la société pour garder l'équilibre. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, eh bien on déséquilibre la chose et puis on va vers une crise et donc ça fait peur et on n'a pas envie de voir ça. Et donc on a vraiment un système complet très puissant qui s'articule et qui s'accroche autour d'une sorte de vérité qui n'est pas vraie mais qui permet cet équilibre. Et donc on pourrait dire finalement bah, si ça marche, tant mieux. Et j'ai envie de te dire si ça marche même si c'est pas vrai, bah c'est pas grave parce que ça nous permet de vivre ensemble, on n'a pas le choix donc on va se poser 40 000 questions et on devrait juste vivre selon ce principe-là. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas vraiment. C'est que ça marche qu'un certain temps. Et les limites que je peux identifier dans ce système, je suis désolé, là je fais tout de mémoire parce que enfin, j'ai pas pris les notes comme ça, donc je fais tout de mémoire, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, je vais essayer de lister ce que j'avais pensé. Les limites que l'on va avoir, ça va être déjà les limites de la justice, entre guillemets, dans le sens où quand tu es une personne qui... Ah oui, pour revenir au système d'autodéfense, donc c'est un système d'autodéfense qui est déjà basé sur la morale, sur la pression sociale, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui, je pense, est génétique, ce qui fait que cette pression sociale, si elle existe, si elle est aussi puissante, c'est parce qu'on est génétiquement programmé pour subir cette pression sociale. On est génétiquement programmé pour vouloir plaire au groupe. On est génétiquement programmé pour penser comme les autres. Et la majorité des personnes, quand on observe la société, la majorité des personnes suivent le mouvement. C'est pas une question de dire voilà, moi je suis indépendant, mais tous les autres ils sont cons, ils suivent le mouvement. C'est juste objectivement la majorité des personnes qui vivent dans la société suivent le mouvement. Et ça veut pas dire qu'elles sont bêtes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il semble que leur cerveau soit programmé pour suivre le mouvement. Et quand je dis programmé, c'est qu'en gros la génétique, l'évolution a fait qu'on est arrivé à ce constat, à ce résultat-là. Mais il semble également qu'il y ait une faible part de la population qui ait une pensée qui soit beaucoup plus divergente, entre guillemets, des penseurs beaucoup plus libres, qui subissent moins ce mimétisme social, qui subissent moins cette pression sociale et qui aient naturellement ce besoin de penser par eux-mêmes, naturellement ce besoin de comprendre par eux-mêmes, naturellement ce besoin de chercher la vérité et la vraie vérité. Pas la vérité qu'on essaye de nous montrer, mais c'est de nous montrer par l'éducation et tout ça, mais qui essaient de vraiment comprendre par eux-mêmes et qui sont prêts à tout pour essayer de comprendre vraiment les choses en profondeur. Et donc, déjà, on peut avoir une première injustice avec ces personnes-là qui sont des penseurs indépendants, qui vont être très souvent, critiqués, considérés comme fous, euh, et parfois attaqués, diffamés, ou parce que tout simplement ils font peur parce qu'ils déséquilibrent la société. Donc forcément ça fait peur. Et donc le système d'autodéfense s'en prend à ces personnes-là, et c'est quelque chose qui peut être difficile à vivre pour eux, et puis, entre guillemets, c'est injuste, parce qu'on se dit, ils essaient juste de comprendre les choses par eux-mêmes, ils n'attaquent pas les gens, ils essaient juste de comprendre. Et ils posent juste des questions qui, pour eux, semblent légitimes, parce qu'ils essaient de comprendre, et donc il y a des questions qui se posent quand on essaie de comprendre. Et donc déjà, c'est une première injustice, mais encore une fois, si jamais le système fonctionnait tout de même, on pourrait se dire, bah oui, ce sont eux les détracteurs. Ils sont en train de déséquilibrer la chose, nous on veut pas de crise, on veut rester en paix, on veut rester tranquille, etc. Mais la deuxième problématique, qui est la plus grosse ici, c'est que, sachant que cette vérité est fausse, et qu'on force les gens à croire cette vérité qui est fausse, enfin que le système, pas que le... Quand je dis qu'on force, c'est naturellement, quoi. C'est la génétique,
le pouvoir qui se met en place naturellement au sein d'une société humaine. Enfin, tout ça fait qu'on met en place tout simplement comme une idéologie, pardon. Et le problème, c'est que cette idéologie, comme son nom l'indique, n'est pas vraie. Et donc, avec le temps, bah, les lois naturelles eh bien, reviennent au galop. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de faux, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la réalité qui est vraie, entre guillemets, eh bien, les conséquences finissent par arriver. Et on peut donner des exemples concrets. C'est que si on a une idéologie économique, eh bien, avec le temps, sachant que cette idéologie n'est pas vraie, eh bien, la réalité du monde, la réalité de l'univers, la réalité des relations humaines fait qu'on va avoir des conséquences économiques, et qu'on va avoir une crise économique, qu'on va avoir de la pauvreté, qu'on va avoir plein de problèmes qui vont générer de la souffrance dans la société. Et plus la souffrance augmente, plus le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, plus l'injustice que ressenti augmente, eh bien, moins la morale n'a d'influence, parce que les gens en ont marre, les gens ont mal, les gens se sentent trahis, et donc, au bout d'un moment, ça finit par péter, et alors une crise se réalise, une crise sociétale arrive, et puis là, du coup, tout d'un coup, la force exercée par cette morale est moins puissante, et ce qui veut dire que les penseurs divergents, les différentes idées qui fusaient déjà dans tous les sens, mais qui n'étaient pas écoutées à l'époque, finissent par prendre du poids. Et donc on finit par prendre une autre direction. Mais le problème là-dedans, c'est que les gens ont subi une injustice, les gens ont eu mal, les gens ont eu peur, les gens ont souffert. Ils ont souffert. Quand on souffre de la faim, c'est dur. Quand souffre d'injustice, quand on voit sa famille, ses proches dans le mal, on le ressent dans la chair. Et donc là, on a cette volonté de vengeance, déjà dans un premier temps, et on a aussi cette volonté de plus jamais subir ce problème-là. Et donc on va avoir un changement radical, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller dans le sens opposé. On va vouloir changer radicalement les choses. Et ne plus jamais que ça arrive, et même se venger contre ce qui nous est arrivé. Et donc on va vouloir prendre une position qui est extrême dans l'autre sens. Et c'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, les penseurs divergents vont avoir une idée qui est beaucoup plus tempérée, parce que ce sont des personnes qui déjà, avant qu'il y ait la crise, avant que cette douleur se ressente, pensaient différemment, juste parce qu'eux, ils étaient curieux de comprendre les choses, et qu'ils voyaient un peu le truc arriver. Et encore une fois, les penseurs divergents ne sont pas forcément plus intelligents, ne comprennent pas forcément les choses, ils pensent différemment. Mais souvent, quand on prend une mauvaise direction, et qu'on commence à comprendre le système à son niveau, c'est-à-dire imparfaitement, mais qu'on commence à comprendre, on va quand même se diriger vers l'autre direction, parce qu'on voit qu'on est en train de foncer vers un mur. Et donc souvent, ces penseurs-là sont moins extrêmes que ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont donner la première impulsion, et les gens vont suivre parce qu'ils sont en période de crise. Mais ensuite, les personnes qui ont senti cette douleur, qui ont senti cette souffrance, vont pousser le bouchon, mais à un niveau plus extrême, et ils vont placer en fait le curseur de la vérité vers une direction, vers un extrême opposé. Et qui n'est pas la vérité non plus. C'est juste l'extrême opposé, entre guillemets. Je sais pas pourquoi je dis entre guillemets, mais bon, bref. Et donc, on place ce curseur vers un autre extrême. Après une période de crise, de mouvement, etc., on finit par retrouver cet équilibre en ayant placé cette vérité, ce curseur. Et donc, on se dirige tranquillement vers cette vérité, vers cette direction. Mais on ne s'arrête pas, quoi. C'est comme s'il il manquait un frein, on ne s'arrête jamais. Et donc, on ne trouve pas ce juste milieu. Peut-être qu'on passe par ce juste milieu pendant un moment, mais on continue. On continue et on passe ce juste milieu. Et là, bah, ça se répète. Ça se répète. C'est pour ça que enfin, c'est une théorie, hein, mais ça expliquerait pourquoi on a toujours une crise, un extrême, un autre extrême, un autre extrême, et qu'on a l'impression qu'en fait, jamais on fera les choses intelligemment. Et donc ça, c'était la théorie que je me faisais. Et donc forcément, c'est beaucoup plus limité que la vérité. Enfin, c'est une simplification qui est énorme et qui est presque aberrante. Mais c'est une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc déjà une ouverture que j'avais envie de faire, c'était est-ce que c'est ça qui provoque les guerres? Est-ce que les guerres ce ne sont pas tout simplement deux systèmes avec une idéologie différente qui se rencontrent, qui ont peut-être un différent à un moment donné, ce qui fait qu'ils sont obligés de communiquer, et comme les deux systèmes d'autodéfense, parce que l'idéologie qui est donc extrêmement importante, les deux se rentrent en contact, et donc les deux systèmes d'autodéfense se mettent en route, et bam, ça provoque la guerre,
Ça, c'est une théorie que je me faisais comme ça, qui pouvait être intéressante. Mais moi, ce que je m'intéresse là-dedans, c'est surtout, est-ce que c'est un phénomène qui est intrinsèque aux humains et qui donc, quoi qu'on fasse, sera là? Ou est-ce que c'est un phénomène qu'on peut légèrement, enfin pas complètement, mais est-ce que c'est un phénomène qu'on peut potentiellement limiter si on le comprend et qu'on arrive donc à prendre des décisions? Et donc ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'on est capable de modéliser un modèle pareil? Et donc là, je ne vais pas aller dans les détails et même personnellement, je ne suis pas allé dans les détails pour l'instant, mais parce que déjà il faudrait avoir des retours, il faudrait en discuter, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire un modèle élaboré, disons. Mais moi, ce que je m'imaginais, c'était une sorte de modèle où l'on crée en fait une. Imaginons que je sais pas, on fait une modélisation 3D et qu'on met une boule par exemple qui représente l'idéologie, qu'on représente les individus par plein de petites billes comme ça, des petites boules un peu partout qui représentent les individus. On crée des individus suiveurs, des individus penseurs divergents, etc. On peut faire plein de types d'individus différents. On crée cette force qui attire tous ces individus vers la morale, vers la vérité commune, la morale commune, que l'on crée on va dire enfin qu'on crée une modélisation complète avec en essayant de mettre le plus d'éléments possible, en essayant de mettre le pourcentage de pensées divergentes, le pourcentage de pensées de suiveurs, l'attraction, le pourcentage d'attraction de la vérité, le pourcentage d'influence, le pourcentage, enfin plein de choses comme ça, et essayer de faire un modèle qui soit suffisamment euh, fiable, même si ce sera jamais bien évidemment représentatif réellement de la réalité, mais qui soit suffisamment réaliste pour qu'on puisse tester différentes variables. Et je donne un exemple. Est-ce que, par exemple, si on fait une étude et qu'on se rend compte qu'avec une certaine éducation, on est capable de rendre les individus euh, plus indépendants intellectuellement, et donc que chaque individu ait vraiment un esprit critique, euh, que chaque individu soit vraiment capable de comprendre par lui-même et de ne pas suivre le mouvement bêtement, peut-être qu'on pourrait faire ensuite, mettre dans la simulation, changer les pourcentages de pensées divergentes, pensées de suiveurs, et de voir ce qui se passe, de voir ce qui se passe. Est-ce que ça réduit la crise, ou est-ce qu'au contraire, ça fait que le déséquilibre est permanent? euh, des choses comme ça. Également, le fait que si on arrive à comprendre ce phénomène, qu'on arrive à prouver que, en gros, cette théorie dans son ensemble est assez vraie, et que donc chacun prend conscience de l'existence de cela, déjà ça pourrait réduire les problèmes parce que on aurait déjà beaucoup plus de recul et on serait beaucoup moins dans l'émotion comme on l'est aujourd'hui, ce qui nous permettrait d'avoir un dialogue beaucoup plus facile entre les différents humains. Euh, donc moi je pense que c'est une théorie qui peut être intéressante à explorer. Si vraiment on voulait l'explorer, ça prendrait beaucoup de temps, il faudrait aller dans les détails, aller faire une sorte de stimulation, mais qui serait complexe. Voilà, la société est hyper complexe, donc on aurait forcément besoin d'une simulation complexe, mais ça pourrait être intéressant. Voilà, de tester différentes variables, de changer les différentes variables de la société dans la simulation pour voir ce qui serait la manière la plus logique pour organiser cette société, pour trouver un équilibre qui soit plus vers le juste milieu. Parce que là, comme expliqué, ça fait un peu une sorte de pendule qui fait qu'on passe d'un extrême à un autre extrême, à un autre extrême, à un autre extrême, à un autre extrême, à un autre extrême. Et on s'arrête jamais, et on n'est jamais rationnel, et on n'essaie jamais de trouver un juste milieu. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour temporiser ces réactions extrêmes, pour chaque fois réduire progressivement la distance, la réaction, et arriver vers un milieu qui est plus raisonnable, et même comme je vous le disais auparavant, la vérité on la connaît pas, et on n'est pas prêt de l'atteindre, mais simplement se rapprocher. Et donc simplement tout faire euh, pour s'en rapprocher, pour faire les choses rationnellement, et pas idéologiquement. Et ça, ce serait une grande avancée finalement pour l'homme, ce serait une possibilité d'obtenir un équilibre beaucoup plus stable, long terme, et qui nous permettrait peut-être de faire des choses plus intéressantes. Si par exemple on mettait toute cette énergie qu'on met aujourd'hui dans la guerre,
dans la politique, dans toutes ces choses-là qui finalement ne servent à rien quand on observe l'histoire. Et si on mettait cette énergie dans, je sais pas, dans la conquête spatiale, on pourrait imaginer plein de choses, mais si on arrivait à trouver un équilibre et de mettre cette énergie qu'on a, parce que l'homme a ce besoin en fait de faire quelque chose qui le dépasse, qui soit au-dessus de son existence à lui. Donc c'est pour ça que si on se met à fond dans la politique, dans les guerres, etc. Et si on arrivait à contrôler cette énergie et qu'on arrivait à le mettre dans une direction qui soit constructive, peut-être qu'on pourrait faire des dingues. Et peut-être d'ailleurs qu'on arriverait à comprendre la vérité. Peut-être que cette vérité-là qui paraît inatteignable, peut-être que si on mettait toute notre énergie dans une direction d'essayer de trouver la vérité, peut-être qu'on arriverait à la trouver. Je sais pas, je pense pas honnêtement. En tout cas, ce sera pas de mon vivant, c'est sûr. Mais peut-être, et ça se tente, parce que finalement, personne ne comprend pourquoi on est là, personne ne sait pourquoi on vit, personne ne comprend. Même si on est croyant, même si on est croyant dans le fond, si on est objectif, on comprend pas ce qui se passe. Ce qui fait que la seule chose finalement qu'on a à faire qui soit réellement intéressante, ben, je trouve, c'est d'essayer de trouver cette vérité, ou c'est de faire des choses spectaculaires, constructives. Et donc, je pense que c'est une piste à avoir, et peut-être que on pourrait avoir une sorte de changement, de, de, de passer le palier suivant en fait. Parce qu'on voit que l'humanité a évolué. Évidemment que la société d'aujourd'hui a déjà évolué, c'est déjà plus évolué que la société d'il y a 4000 ans ou 5000 ans. Si on compare aux hommes préhistoriques, on a évolué. C'est évident. Mais c'est évident qu'on a encore plein de choses à faire pour évoluer. C'est évident qu'on est loin d'être parfait. Et peut-être qu'il est temps de faire un pas en plus. Et peut-être qu'il est temps de penser voilà, plus rationnellement, moins émotionnellement, pour passer ce cap supplémentaire. Et peut-être qu'on pourrait ensuite arriver à des nouvelles choses qui seraient potentiellement passionnantes. Et peut-être pas. Voilà, peut-être que cette idée-là, cette théorie que je viens de faire, ce sera comme le communisme à l'époque, que sur papier ça paraisse très bien, mais que dans la pratique ce soit une catastrophe, et que dans la pratique ça tuera des millions de personnes, que ce sera horrible. Et dans ce cas-là, les gars, je suis désolé. Ça aura pas été mon intention, et je m'excuse d'avance. Allez, bisous les gars, on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.